Bonjour à tous et bienvenue dans notre rendez-vous, le rendez-vous des entrepreneurs et du mindset. Je suis en compagnie d'Alexandre Cavassa. Bonjour Alex. Bonjour Virginie. Est-ce que tu vas bien Alex? Très bien, toujours. Est-ce que tu connais la thématique de notre rendez-vous de ce jour? Ouais, ça va faire du bien à beaucoup de gens. On est d'accord. Ah ouais. On a bien besoin puisque donc on est là pour notre rendez-vous entre parenthèses et nous avons le plaisir d'accueillir Joanne Fourtanier de BEC Consulting. Bonjour Joanne. Bonjour, merci de me recevoir. Mais avec grand plaisir, nous allons en savoir plus sur votre métier, ton métier, parce que je sais que tu as une origine anglaise, donc on peut dire tu. On est d'accord. Oui. Et donc on va en apprendre un peu plus sur ton métier de coach professionnel, mais avant il y a ceci. Alors Joanne, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi consiste donc ton entreprise et ton métier? Oui, moi je suis coach professionnel. Donc, j'accompagne les gens essentiellement sur des transitions d'un rôle à un autre, à une entreprise à un autre, à une partie d'une vie, à une autre partie de sa vie. D'accord, donc l'idée c'est l'accompagnement en fait au changement. On pourrait dire ça comme ça sur plusieurs moments de vie. Quels sont-ils ces moments de vie? Est-ce que tu peux nous en donner des exemples? Oui, ça peut être des moments où on se remet en question, où on s'ennuie dans son travail ou sa vie actuelle. On a des envies autres, mais on ne sait pas comment y arriver. On sait qu'on n'est pas bien, on sait qu'on aura envie de changer quelque chose. On ne sait pas comment commencer, par où commencer. Et en travaillant avec un coach comme moi, je vais créer un espace où la personne peut prendre du recul, se remettre en question et par le questionnement, moi je vais poser des questions, je vais pas amener des réponses, je vais aider la personne à trouver ses propres réponses à ces questionnements. Donc c'est une sorte de proposition que tu peux faire et amener l'autre à réfléchir peut-être différemment? Non, pas forcément. La personne va me dire, voilà où j'en suis dans ma vie, voilà ce que j'aimerais travailler, voilà les questions que j'ai, mais je sais pas comment avancer, je me sens coincée, voilà. Okay. Là, je vais aider la personne, je vais lui dire, OK, par où est-ce que tu veux commencer? Là, on va aborder des questions ensemble et moi, je vais tout simplement écouter la personne et par rapport à ce qu'elle partage avec moi, je vais poser des questions qui l'aident à réfléchir au-delà de ce qu'elle sait déjà pour aller chercher des pistes et des réponses qu'elle a en elle, sans doute, ou ailleurs, mais que je vais sûrement pas donner. J'ai pas les réponses aux problèmes des gens. D'accord. Comment c'est arrivé? Comment vous êtes devenu coach? Le parcours un petit peu. Oui, c'est une super question parce que en fait, c'était pas du tout le point de départ. J'ai fait des études d'informatique et d'intelligence artificielle avec une année dans une école d'ingénieurs ici en France. Voilà, c'est pour ça aussi que je suis là. Et j'ai intégré un cabinet de conseil, KPMG, dans le département SAP. Et j'ai eu la chance de travailler sur ma première mission avec un chef de projet qui avait très bien compris que les changements technologiques, les grands changements, ne peuvent pas réussir sans l'implication et l'acceptation des personnes autour. Donc, en fait, c'est là où je suis arrivée sur la notion de conduite et accompagnement du changement. Donc, j'ai basculé du département technologique au département RH et conduite du changement. Et c'est là où j'étais formée en tant que coach. Et toi, puisque tu parles de moments de vie, est-ce que y a des moments en fait un peu clés dans ta vie qui t'ont amené à cette forme de transformation, qui t'ont donné aussi peut-être l'envie d'accompagner les autres? Oui, j'en ai eu pas mal en fait dans ma vie petite. Je suivais mon père, la famille suivait le travail de mon papa à l'étranger, donc on changeait brusquement d'une vie à une autre. Même si ma base était en Angleterre, j'ai vécu au Brésil, en Australie, au Mexique. Mon métier après avec KPMG, c'était beaucoup d'émissions à l'étranger. Donc cette capacité à changer me venait pas naturellement non plus. Hein. J'ai aussi démarré jeune l'Aveyron
Et j'étais en équipe nationale d'aviron à 18 ans. Je devais poursuivre ça en choisissant les bonnes études au bon endroit. J'ai pas réussi à avoir les notes qu'il fallait. J'ai eu de bonnes notes, mais pas assez bonnes pour intégrer la fac qu'il fallait pour poursuivre ça. Donc tout d'un coup, j'ai lâché. J'étais obligée de lâcher avec l'aviron. Donc de là, le flou identitaire. J'ai vécu la perte, le décès soudainement de mon père à un moment. Et à tous ces moments, on fait une pause. On n'est pas forcément très bien et on doit redémarrer, se retrouver. Et donc, je pense que ces expériences-là m'ont permis aussi de me poser des questions. Et ça doit faire partie, sans doute, des questions que je pose aux gens aujourd'hui pour les aider à avancer. Sans bien sûr parler, identifier tes clients, parce que c'est confidentiel, mais quelles sont les personnes qui te contactent et que tu accompagnes ? Il y a des profils très variés. Il peut y avoir des gens qui préparent, par exemple, une transition vers des responsabilités plus larges, plus difficiles, donc, qui au ont niveau besoin. Professionnels, oui. Oui, sûrement, surtout des professionnels. Donc, je vais accompagner des dirigeants d'entreprise, de managers en entreprise, des gens qui sont des experts qui vont prendre des responsabilités pour des équipes. Je vais également accompagner des gens qui se retrouvent pour des raisons variées à vouloir changer. Voilà, des réorganisations après 30 ans dans une entreprise. Vient la possibilité de prendre un package et partir et redémarrer. Et là, ils ont du temps. Ils ont du temps pour se poser, se remettre en question et parfois repartir sur autre chose totalement. Tu accompagnes aussi des sportifs de haut niveau dans la préparation mentale ? Alors oui, c'est un tout petit peu différent de la préparation mentale. Donc en sport de haut niveau aujourd'hui, on a toute la partie préparation physique, tactique et technique. PTT, voilà. Après, il y a la prépa mentale. Donc, PTT, c'est surtout physique. Ça travaille le corps. Après, on a la prépa mentale qui travaille le mental, le cerveau. Et puis, moi, je vais souvent venir intervenir, en fait, sur la partie identité, émotion. Donc, l'autre partie de l'être humain qui est souvent laissée de côté quand on est en sport de haut niveau. D'accord. Des coachs, il y en a ? Oula. Il y en a beaucoup. On connaît qui sont coachs de tout. En crypto-monnaie. Crypto-monnaie, coach ménopause, coach andropause, peut-être aussi. Voilà. Vous en pensez quoi de ça ? En effet, ça fait 5-10 ans qu'on a des coachs de tout. Pour moi, ça, c'est un petit peu compliqué. En fait, ce nom de coach tel que je le connais est tout autre chose que ces personnes-là. Pour moi, ces personnes-là, ce sont des experts, sans doute très, très, très bons dans leur domaine, dans les conseils, dans les accompagnements qu'ils proposent. Mais ils ne sont pas des coachs, pour moi. Le coach professionnel a une long parcours de formation, a une posture spécifique, adhère à un code éthique déontologique, est certifié, est supervisé. C'est un travail sérieux. Et là, en fait, ces différences entre ceux qui font eux, c'est-à-dire de conseiller, accompagner sur le quoi et le comment, et ce que nous faisons nous, c'est large. Nous sommes à l'autre bout du spectre en tant que coach professionnel. Nous n'avons pas les réponses aux questions. Nous ne donnons pas de conseils. Oui, d'ailleurs, toi, tu es une coach certifiée depuis combien d'années déjà et quelle formation avais-tu suivi ? Alors, moi, j'ai suivi une formation sur mesure il y a presque 30 ans en Angleterre. D'accord. Donc, 30 années d'expérience. Je suis certifiée avec une des fédérations majeures, l'ICF, International Coaching Federation. Moi, on a 3 niveaux de certification, ACC, PCC, MCC. Moi, je suis MCC. Ça veut dire que j'ai plus de 2500 heures de coaching aujourd'hui et plus de 200 ou 300 heures moi, à mon titre, à mon égard, 300 heures ou plus de formation liée au coaching et à la posture de coach.
Alors j'ai entendu parler aussi, Joanne, de certaines plateformes de coaching comme ça à distance. Ça me fait penser un peu à du SAV. Est-ce que tu as entendu parler de ces plateformes? Oui, il y en a de plus en plus. Et ça fait partie des difficultés des coachs comme moi aujourd'hui. Il y en a des plateformes qui sont super, qui proposent vraiment des accompagnements en coaching de haute qualité. Mais il y en a aussi, en fait, qui vendent d'énormes nombres d'heures aux clients pour des très petits prix et qui ont aussi une sélection de coachs qui sont assez mal rémunérés par rapport à leur parcours, leur formation et les exigences aussi de ces plateformes. Et là, le travail peut être parfois difficile parce que quand une entreprise donne accès aux salariés au coaching, c'est super. Voilà, je pense qu'il faut que ce soit en fait accessible à tout le monde. Mais souvent, dans ces cas-là, les personnes qui viennent en coaching ne savent pas pourquoi ils sont là. Donc là, ça devient difficile. Le coach peut pas travailler en fait avec un client qui connaît pas. Et de ce que je comprends, c'est comme une espèce de ligne en fait qu'on appelle et on n'a pas forcément le même coach, ce qui paraît aberrant. Parfois, c'est le cas. Parfois, en fait, on a juste accès direct à un coach quand on veut, quand on a besoin. Ouais. C'est assez incroyable. Oui, bizarre. Parce que justement, le coach suit, le vrai coach, vous décrivez que vous êtes, suit justement la personne. Comme tu vas chez le psy, je sais pas, moi ça me vient de suite, et puis c'est pas le même. Donc la personne connaît pas la vie, ou alors une petite note. Donc ça n'a aucun sens, c'est vrai. Le conseil, peut-être? Oui, voilà. Si Joanne avait un conseil à donner pour les personnes qui nous regardent, quel serait-il ce conseil? Moi, je pense que il est très important aujourd'hui de pouvoir mettre des mots sur ses valeurs et ses besoins. Et il faut aller au-delà du respect, de l'honnêteté. Il faut expliquer ce que ça veut dire pour nous-mêmes. Pourquoi? Parce que ça, c'est la base de la réaction émotionnelle. Pour comprendre ces réactions émotionnelles et pouvoir les gérer de la meilleure manière, il faut savoir quel est le message que notre être veut qu'on reçoive à ces moments-là. Quand on est en colère, souvent, c'est une valeur qui est touchée. Voilà. Donc, si on connaît ces valeurs, on peut tout de suite recevoir les informations de la réaction émotionnelle, assimiler, laisser de côté et agir en fonction. Les besoins, c'est pareil. Souvent, quand on a des fortes réactions émotionnelles, et tout ça, c'est pour pouvoir aller mieux dans sa vie. Le but, c'est pas d'être heureux tout le temps, parce qu'on a tous, en fait, c'est comme une espèce de compas interne à la réaction émotionnelle. Donc, c'est hyper important de les entendre. Le problème, c'est que la société nous apprend à mettre ça de côté, à ignorer. Donc, valeurs et besoins, identifier, cibler, mettre des mots sur. Ça me fait penser à une méthode, la communication non violente, la méthode OSBD, l'observation, évoquer ses sentiments, ses besoins et faire une demande concrète et au présent. Exactement. Ce sont donc des outils que tu utilises. Oui, tout à fait. C'est extrêmement puissant. C'est très simple. Ce qui est super intéressant avec la communication non violente, en dehors de son nom qui, laisse un peu, ce bruit, c'est clair. Mais en dehors de ça, c'est hyper utile parce qu'avec cette approche, en fait, étant donné qu'on est dans les faits, c'est-à-dire les observations, les faits, et puis les émotions, quand on partage avec quelqu'un ce qu'on a ressenti, ce qui s'est passé, on peut toucher, peu importe si on a quelqu'un en face d'émotionnel ou de pragmatique, on peut interpeller. On pourrait faire un exercice en direct avec toi, Alexandre. Ah oui, il y a du travail. C'est ce que j'étais en train de depuis tout à l'heure. J'écoute et je me dis, il y a un boulot là. Alexandre qui se fait insulter, par exemple, sur les réseaux sociaux. Surréagit énormément. Lors des émissions qu'il présente. Voilà. Alors, émission politique, c'est pour ça, c'est essentiellement... Alors, sans faire de politique, on pourrait rendre cette méthode concrète pour les personnes qui nous regardent. Oula. Donc, Joanne, je peux te laisser le faire si tu veux. C'est-à-dire, par exemple, Alexandre... Je peux expliquer le contexte. Par exemple, on va recevoir un mail à la radio dans laquelle je travaille de quelqu'un qui dit celui-là, il faut le sortir parce que ce qu'il fait, c'est pas bien, parce que voilà. Et j'ai tendance, moi, à prendre mon téléphone et à appeler la personne ou lui laisser un vocal un petit peu... Voilà. Remonter. Un petit peu remonté. Voilà. Savons-nous. OK. Donc là, quel conseil tu pourrais donner pratique? Parce que je suis sûre qu'il y a des tas de gens qui se reconnaissent en nous regardant. Donc, de ne pas insulter la personne ou faire un vocal agressif. Comment est-ce qu'il pourrait communiquer différemment? Qu'est-ce que tu lui dirais?
Là, si je travaillais avec Alex, on ferait d'abord un travail sur la séparation des faits et des émotions. C'est-à-dire, il y a des faits, voilà. Vous avez fait quelque chose, vous avez reçu par mail des insultes par la suite, à un tel moment sur un tel sujet. Voilà les faits. Après, il y a la partie émotionnelle. Là, on verrait ensemble ce qui est venu. Quels sont les mots qu'on peut mettre sur les émotions qui sont là? Frustration, colère, irritation, énervement, je ne sais pas. Voilà. Mais il y a des nuances dans ce vocabulaire et c'est important de pouvoir séparer ces choses-là. Une fois qu'on aurait séparé ces deux choses-là, on viendrait sur les besoins. De quoi avez-vous besoin pour avancer plus sereinement? Qu'est-ce que vous voulez de l'autre? Même si on ne peut pas garantir quoi que ce soit, quelle est votre demande de la part de l'autre? Et là, ce travail-là se passe par le questionnement, etc., en utilisant cette technique-là, et ça permet par la suite de poser ce qu'on a envie de poser, même par téléphone et à l'oral, de manière plus calme, avec plus de chances que ça atterrit, avec plus d'impact que une petite explosion verbale. Que la menace. Oui, ou la menace, oui. La prochaine fois, je te propose, parce que ça risque de réarriver, on appellera... oui, ça a dû arriver aujourd'hui. Ça a dû déjà arriver, donc faudra qu'on parle. Une avant-dernière petite question. Quelle est la limite que tu fais, toi, entre l'aspect coaching et thérapie? Et à quel moment, selon toi, l'autre aurait besoin peut-être, il se demande, en nous écoutant, en nous regardant, est-ce que j'ai besoin d'aller voir une coach? Alors, d'abord, pour traiter la première partie de la question, la limite entre les deux, cette limite, elle est très claire pour moi. Moi, j'ai une formation initiale, en fait, de thérapeute. Je suis pas allée au bout de mes études, mais assez pour comprendre ce que c'est ce travail-là et ce métier-là. Alors, en coaching, on va travailler sur le présent et l'avenir. Mettre en mouvement la personne, avancer dans sa vie. Donc, dans le ici et maintenant, dans le présent, il peut y avoir des difficultés, des frustrations et des choses qui sont liées à des expériences du passé. Donc, on peut aller aborder un petit peu ce qui s'est passé dans le passé, sans pour autant vouloir résoudre ces problèmes-là. Là où ça devient compliqué en coaching, c'est quand les difficultés du passé reviennent et bloquent la personne dans sa progression sur le moment présent. Là, quand on voit que quelqu'un est bloqué et qui a besoin de dénouer et comprendre les difficultés du passé afin de pouvoir les dépasser, c'est la thérapie qui va rentrer en jeu. Alors, en thérapie et en coaching, il y a des sujets qu'on peut traiter tous les deux avec des approches un peu différentes. Et parfois, on travaille en covision. Moi, j'ai un collègue thérapeute avec qui je travaille en covision des fois, c'est-à-dire que avec la demande et l'accord du client, bien sûr, lui, il va travailler en thérapie avec le client et moi, je travaillerai en coaching. Donc, de façon complémentaire. Oui. La dernière question, l'agenda. Il y a un agenda qui s'affiche, plusieurs horaires qui vont s'afficher. Et derrière ces horaires, il y aura une question. Ça s'affiche juste là. Tu as le retour à écran là-bas. Quel rendez-vous choisis-tu, Joanne? Je vais prendre 14h. 14h, l'heure du café. Allez, c'est parti. La question va s'afficher. Joanne, peux-tu nous dire s'il y a un moment où tu as eu envie de tout abandonner? Si oui, qu'est-ce qui t'a fait continuer? Ça crée de l'émotion. Oui. Il y en a eu. Il y a des moments qui sont très fatigants en tant qu'entrepreneur. Oui. Moi, j'ai la maladie de Lyme chronique, donc une maladie chronique auto-immune qui est très fatigante. Je vais plutôt bien, mais il y a des moments où je suis très fatiguée. Si ça vient se coupler avec une période comme le Covid, par exemple, où j'ai perdu la majorité de mon activité, ça devient très difficile d'avancer. Et là, je dois avouer que le marché, il est tendu aussi. Et cet éternel combat en tant qu'entrepreneur entre le trop et le pas assez, ça devient fatigant à un moment. Qu'est-ce qui me donne envie de continuer? La liberté.
J'aime avoir la liberté, d'être moi-même dans mon authenticité à moi. Je suis convaincue de l'utilité du travail que je fais. C'est les retours aussi que j'ai de mes clients. Et de l'espoir. Moi, je suis quelqu'un de plutôt optimiste. Donc, voilà, et je suis convaincue aussi qu'on peut apprendre de ces moments difficiles. Et il y a toujours de l'apprentissage. Donc, on grandit. Bien sûr. Et puis, la transformation que tu as très bien évoquée du papillon chrysalide. D'ailleurs, on a peut-être oublié de dire que tu accompagnes aussi au bilan de compétences des personnes dans leur vie professionnelle qui se sentent un peu perdues. Et l'idée, c'est sans te positionner comme un expert. C'est ce qui m'a beaucoup marqué dans la préparation de l'émission. Vous n'êtes pas des experts, les coachs. Vous êtes là pour amener en fait à une réflexion. Et vous avancez en fait en collaboration de ce que je comprends avec les personnes que vous accompagnez. Si on veut te joindre, donc, on peut te contacter, je suppose, sur les réseaux, sur ton site. Oui, sur mon site joannefortanier.com et sur LinkedIn, je suis assez présente aussi. D'accord. Merci beaucoup, Joanne, pour cet échange passionnant que tu partages avec moi, je suppose, Alex. Oui. Et donc, on va voir, tu diras, Joanne, si tu as mis en pratique les conseils, tips que tu as donné, Joanne. Ouais. On va s'y atteler. Merci à vous de nous suivre chaque jour de plus en plus nombreux et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux rendez-vous.